Sur ce plateau, Didier Destromo vient de nous rejoindre. Bonjour, vous êtes ancien diplomate et auteur du roman de la Syrie aux éditions du Rocher. Les autorités françaises, est-ce qu'elles ont été efficaces parce qu'elles ont arrêté cet homme-là, ou est-ce qu'il y a eu des failles, puisqu'on a entendu Mona Hamoud-Elor poser cette question: comment a-t-il pu passer au travers du filet? Je crois qu'il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Il faut déjà se féliciter que lui ait été arrêté et que j'espère que les autres taupes qui sont déjà en France, il doit y en avoir quand même des masses, le seront un de ces jours. Mais il faut se souvenir que la question des prisonniers libérés n'est pas nouvelle. Tout prisonnier peut avoir été mis dans une boucle antinationale, c'est-à-dire que quand un pays détient un prisonnier ou des prisonniers, il peut très bien le retourner contre son pays, le libérer, et le pays l'accepte. Rappelez-vous, après 1945, tous les prisonniers soviétiques en Allemagne ont été libérés, et les Russes, les Soviétiques, les ont acceptés pour les mettre en Sibérie ou les descendre. Donc la question du prisonnier libéré s'est toujours posée de tout temps. En ce qui concerne les djihadistes, moi je n'irai pas par quatre chemins. J'estime que quel que soit leur âge, même pour les enfants, peut-être pas pour les bébés, ils constituent une menace potentielle pour les pays dont ils sont originaires, et qu'en conséquence, il ne faut pas les rapatrier comme ça, simplement parce qu'ils ont la nationalité du pays. Ça pose la problématique du retour des djihadistes européens en Europe. Justement, quelle politique de la France et quelle politique à l'échelon européen? Puisque là, le programme Erasmus est un programme d'études en Europe. Mais il y a les beaux apôtres, il y a aussi les juristes qui estiment qu'un Français, quel qu'il soit, dans quel pays qu'il soit ou qu'est-ce qu'il ait fait, a le droit de revenir dans son pays. Moi, je trouve que, notamment dans le contexte actuel, il faut se garder d'appliquer cette règle pour l'ensemble. Je crois qu'il faut, comme l'a dit notre ministre des Affaires étrangères, faire en sorte que là où les crimes ont été commis, là, ils seront jugés, ils doivent être jugés. En revanche, peut-être que pour certains qui promettent ou qui s'engagent à coopérer avec les autorités de police ou de services spéciaux, on peut les ramener pour les exploiter, entre guillemets bien évidemment, pour faire en sorte qu'ils diffusent leur connaissance du milieu dans lequel ils ont travaillé, dans lequel ils ont lutté, qui donnent des renseignements généraux ou très ponctuels, et en fait en tirer profit et parti. Peut-être que dans ce cas-là, on connaîtrait mieux le milieu djihadiste, on pourrait mieux repérer aussi ceux qui sont déjà revenus dans leur pays, en France pour nous, et donc les arrêter également. Donc il ne faut peut-être pas avoir une vision trop globale et trop générale de cette question des djihadistes soi-disant repentis ou qui veulent revenir dans leur pays après avoir commis pour certains des crimes. En ce qui concerne les femmes et les enfants, pour moi le problème est quasiment le même. C'est peut-être un peu cruel de dire ça, c'est peut-être un petit peu... c'est peut-être peu chrétien de dire ça aussi, mais je pense qu'il faut mettre pratiquement tout le monde dans le même panier. Même si les gens admettent qu'ils ont fait des fautes et qu'ils s'en repentent, ils sont toujours potentiellement dangereux. Le droit à la deuxième chance, ça n'existe pas? La deuxième chance, oui, mais si c'est une deuxième chance sûre, oui. Moi, je crois qu'un pays comme la France, dans l'état actuel de la situation internationale et sécuritaire nationale, on ne peut pas s'offrir le luxe d'offrir une deuxième chance systématiquement à tout le monde. Pour revenir sur le plan européen et ce programme d'études européen Erasmus, puisqu'il est rentré comme cela en Europe, est-ce qu'on peut dire que les djihadistes ont infiltré ce réseau, ou est-ce qu'il y a un problème au niveau de la sélection des étudiants? Comment expliquer que cela s'est produit? Non, je crois que dans ce cas-là, on verra un peu plus tard, le djihadiste en question a changé d'identité. Sur les réseaux sociaux, notamment, on voit différemment, avec 36 000 followers, notamment sur Twitter. C'est présenté dans un pays comme étudiant,
a demandé de participer à Erasmus. Comme visiblement il est intelligent, actif, qu'il connaît plusieurs langues, qu'il a peut-être fait des études initiales, on verra ça. Et est-ce que ça veut dire que les institutions européennes, telles qu'Erasmus ou autres, ou des institutions françaises, doivent faire appel à des services externes pour bien vérifier l'identité des personnes qui se présentent? Et peut-être que cet exemple le prouve. Erasmus ne traite que des étudiants, ce n'est pas du tout un système sécuritaire. Il n'a pas inclus dans le système Erasmus une étude de cas par cas du passé réel de tel ou tel individu. Donc peut-être que cet exemple-là va amener les autorités de Bruxelles qui s'occupent d'Erasmus de serrer un peu plus les boulons pour faire en sorte que ce cas-là ne se répète pas. C'est le mot de la fin. Merci Didier Destremaux d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes ancien diplomate et auteur de l'ouvrage Le roman de la Syrie aux éditions du Rocher.